Bienvenue dans nos previews saison 2024-2025. Vous voulez tout savoir sur l'année à venir? Construire votre nouvelle équipe sur NCAA 25, TTP est là pour vous. Et salut à tous, bienvenue sur un nouvel épisode preview de The Trick Play. Aujourd'hui, nous allons du côté de la Big 12 avec Baylor et BYU. Je suis de nouveau avec Geoffrey Selouz. Comment vas-tu? Ça va super, Elio, et toi? Eh bah ça va, je te remercie. Alors, enfin, cela dit, on dit ça, mais on en parlait en off. C'est quand même un épisode un petit peu morose. Hein. C'est pas les facs les plus folichonnes de l'année. Mais bon. Geoffrey a pris la responsabilité de Baylor, j'ai pris celle de BYU. C'est déjà beaucoup pour nous, donc on va démarrer. C'était pas des previews faciles à faire et bon, malheureusement, je spoil un peu, mais il y a pas beaucoup d'espoir pour ces deux facs-là pour la saison à venir. Ouais, c'est clair. Ouais, des fois, tu sais, tu vois des fiches preview que tu dois faire et tout. Genre, je te jure, je les repousse, mais bon, il faut les faire. Baylor, qui en plus est un programme intéressant, il y a encore 3 ans de ça, quoi. Mais là, ça commence un petit peu à déchanter. On va du côté du Texas à Waco. Comment ça s'est passé en 2023-2024 pour Baylor? Ça s'est pas bien passé, hein. Ils ont fait 3-9 au global, 2-7 en conférence. Donc ils ont battu Long Island d'une FCS et les deux nouveaux arrivants en Big 12, UCF et Cincinnati. Et ils ont perdu contre Texas State, contre Utah qui était classé numéro 12, contre Texas qui était classé numéro 3, contre Texas Tech, contre Iowa State, contre Houston, contre Kansas State qui était classé numéro 25, contre TCU et contre West Virginia. Donc après une saison 2021 en 12-2, champion de Big 12 avec une victoire en bowl du Nouvel An. La chute continue pour le programme de Dave Aranda, hein, qui est sur sa 4e saison et qui est très clairement sur la haute site, hein, après une dégringolade de performance comme on assiste à Baylor. Pour essayer de renverser la balance, il a fait venir un nouvel offensive coordinator, Jake Spatival, qui arrive en provenance de California. Le defensive coordinator, c'est Matt Poledge, qui est là pour sa 2e saison, hein, qui reconduit malgré une défense pas terrible l'an passé, avec 33 points. Et quand on regarde les stats individuelles de défense à la course, défense à la passe, à peu près partout, ils sont dans le dernier tiers de FBS à chaque fois. Donc rien de bien folichon. Pour les commits, c'est la 67e classe au global, 14 joueurs. C'est la 14e classe en Big 12. Un seul joueur 4 étoiles, le defensive line Alex Foster en provenance du Mississippi. Donc ouais, là aussi, il n'y a pas d'ajouts qui vont pouvoir vraiment dynamiser l'équipe. Sur le portail des transferts, c'est la 39e classe pour 15 transferts. La grosse prise du portail des transferts, c'est le QB de Toledo, Dequan Finn. Et il y a 3 anciens joueurs 4 étoiles. Donc le tackle Colton Thomason, qui vient de Texas A&M, où il n'a pas joué l'an passé. C'était un 4 étoiles de la classe de 2023. Michael Trigg, qui arrive d'Ole Miss, qui était à USC avant, qui était un 4 étoiles de la classe de 2021, si je dis pas de bêtises. Et le linebacker Rara Dewars d'ICU, qui était la grosse prise d'ICU l'an passé, mais qui n'a pas joué non plus. Pour l'effectif en attaque, donc le quarterback, ça sera Dequan Finn, hein, qui arrive de Toledo, qui avait fait une saison à 2657 yards, 22 touchdowns et 9 interceptions, 563 yards au sol et 7 touchdowns. Hein, donc il va remplacer Blake Shapen, hein, qui était le QB titulaire l'an passé, qui a transféré à Mississippi State. Mais bonne arrivée. Moi, j'aime bien Dequan Finn. Toledo, il sort d'une grosse saison. Hein. On sait, il y a eu quelques noms, etc. Mais Dequan Finn, pour le coup, ça m'intéresse de le voir à un niveau un petit peu supérieur. Voilà.
Ouais, mais bon, malheureusement pour lui, il va pas avoir une aide incroyable, hein, parce que la cible principale, une des cibles principales l'an passé, le tight end Drake Dabney a transféré à TCU, et donc on a le retour du receveur Monare Baldwin qui avait fait 600 yards et 4 touchdowns, Ketron Jackson 500 yards et un touchdown, et bon, une belle arrivée quand même du portail des transferts, hein, Ashton Hawkins qui arrive de Texas State, qui avait fait 874 yards et 4 touchdowns l'an passé. Le comité de running back de l'an passé est intégralement reconnu, hein, donc reconduit. Donc Dominic Richardson, Dawson Pendergrass et Richard Reese qui avait fait 1163 yards et 13 touchdowns à 3. Au niveau de la O-line, c'était une O-line pas bonne, hein, avec 34 sacs concédés et 3,3 yards par course, hein, donc vraiment les bas-fonds du power fort. Le meilleur joueur, ça devrait être Campbell Barrington, qui a joué à 3 positions différentes l'an passé. Il faut qu'ils espèrent que les 2 transferts, Omar Agbedon qui arrive de Montana State en FCS et Kurt Daneker qui avait fait 6 saisons à Ohio et donc qui est là pour une 7e saison en college football, suffisent à stabiliser la ligne en difficulté. Et peut-être Colton Thomason contribuera, mais il arrive après les spring practice, donc bon, pour s'intégrer dans une O-line, c'est pas l'idéal. Cette attaque, bon voilà, globalement, on peut le dire très c'est compliqué comme à dire, mais on peut le dire assez clairement, c'est vraiment pas terrible, quoi. Le seul espoir, ça vient de Dequan Finn et des receveurs qui sont corrects, hein, donc l'attaque devra reposer pratiquement entièrement là-dessus pour espérer faire mieux que l'an passé. Puis après, voilà, est-ce que. Alors, Spavital, c'est vrai que l'attaque de California était pas si mauvaise. Ça va être intéressant de voir ce que Spavital va offrir parce que Dave Aranda, on le connaît, c'est un coach vraiment défensif. L'attaque, c'est vraiment pas son truc. Donc, moi, j'ai quand même hâte de voir ce que Spavital peut donner dès sa première saison. Au niveau de la défense, surtout sur la course, hein, avec Jaden Hutt qui avait fait une excellente saison l'an passé, donc peut-être qu'il arrivera à porter là-dessus pour stabiliser un peu cette attaque. Tout à fait. La D-line, comment ça va se passer? Leur meilleur defensive lineman, TJ Franklin, qui avait fait une saison à 3 sacs et demi l'an passé, qui a rejoint la NFL en UDFA chez les Raiders. Globalement, il n'y a pas de nom qui ressort, hein. Il devrait y avoir une grosse rotation. Il n'y a même pas de transfert intéressant qui arrive sur la D-line, hein, donc faut espérer que Alex Foster qui arrive du lycée en true freshman sur la D-line, hein, c'est jamais facile, arrive à avoir de l'impact. Et pour ma part, hein, c'est inquiétant pour une défense, hein, qui a accordé plus de 5 yards par course l'an passé. Avoir son meilleur joueur qui part et pas d'ajout de qualité, ça risque d'être compliqué. La bonne nouvelle de la défense, parce que bon, il y a quand même quelques bonnes nouvelles, c'est le retour de Matt Jones, le meilleur plaqueur l'an passé, qui est retour pour sa 6e saison, qui a fait 82 plaquages et 3 sacs l'an passé. À côté de lui, ça devrait être Brooks Miller, un redshirt senior. Pour les outside linebackers, on a Steven Linton qui arrive de Texas Tech et Garmon Randolph qui est lui aussi pour sa 6e année, qui a start la fin de saison, qui devrait être les starters. Et il y a un petit espoir avec une arrivée de Jacquez Evans de Western Kentucky, qui avait fait une excellente saison 2022 avec 9 sacs et 107 plaquages, mais en 2023 qui a été gêné par les blessures et qui n'a pas fait grand-chose à Western Kentucky. Au niveau des DB, le safety Devin Bobby qui avait fait 74 plaquages, 6 passes défendues, une interception, un fumble forcé, et le cornerback Caden Jenkins
34 plaquages, 3 interceptions, 3 passes défendues, qui était un second team All Freshman America, donc quand même des belles performances, sont les principaux retours. Et il y a une arrivée intéressante, mais c'est un peu un joueur d'un autre temps, mais je pense que Dave Aranda arrivera à s'en servir. Kendrick Simpkins, qui arrive de Western Kentucky en safety, qui a fait une saison à 6 sacs et demi et 4 fumbles forcés, donc un cogneur qui donc devrait ajouter de l'impact dans cette défense. De manière globale, moi je suis quand même assez inquiet parce qu'il y a peu d'ajouts de qualité. Il y a quand même il y a des joueurs expérimentés dans le roster, mais ils étaient déjà là l'an passé et ils avaient déjà de l'expérience et c'était pas fameux. Donc pour moi, les espoirs d'amélioration, ça vient de comme on l'a dit avant, donc majoritairement de Dequan Finn et de Jake Spatival. Ouais, parce qu'on sait, la défense des Aranda, il arrive toujours à s'arranger en défense. C'est un peu du bricolage, etc., comme on l'a vu, avec aussi plusieurs retours. Mais globalement, il arrive à bien fixer tout ça. Au niveau du calendrier 2024, eh bien, ça démarre avec un match à la maison face à Tarleton State. Bon, voilà, je suppose que tu vas regarder ce match avec hâte, Geoffrey. Bien sûr. Surtout qu'il y a Texas A&M en même temps contre Notre-Dame. C'est pas grand-chose, ça. Déplacement à Utah en semaine 2, réception de Air Force, déplacement à Colorado, réception de BYU, double déplacement à Iowa State et Texas Tech, réception d'Oklahoma State puis TCU, déplacement à Morgantown face à West Virginia puis à Houston et réception le 30 novembre de Kansas. Quels sont tes pronostics ? Alors, petite particularité, parce que c'est un match qui avait été programmé avant la conférence, mais Utah ne comptera pas comme un match de conférence. Même s'ils sont en Big 12, parce que c'est un match qui avait été programmé donc avant l'arrivée en Big 12. Voilà, c'est la petite particularité pour Baylor. Mais sinon, bon, ça devrait pas être fameux. Moi, au début, j'avais mis 4-8 en prévision, mais je pense même que ça va plutôt partir sur un 3-9. Un calendrier où pratiquement tous les adversaires sont plus forts qu'eux, donc ils devraient battre la FCS. Air Force, c'est toujours compliqué de prévoir contre les académies, et après au mieux ça va être des affrontements où en prévision ils vont être à 50-50. Mon Colorado, on peut pas trop savoir comment ça va se passer, mais BYU et Houston, c'est leur meilleure chance de victoire en dehors des 2 matchs hors conférence qu'ils ont. Donc ouais, ça va être une saison compliquée. Ouais, ça s'annonce bien galère, on va pas se mentir. Ouais. Et je pense que ça sera la fin de l'aventure pour Dave Aranda en tant que head coach à Baylor, mais je doute pas qu'il arrivera à retrouver une place de defensive coordinateur ailleurs dans le Power 4. Non, mais moi je vais te suivre, je suis sur le même bilan, je vais pas tergiverser là-dessus. Je suis exactement sur ta lignée. On va passer du côté de l'État de Utah. Et puis, on va aller à Brigham Young University. Alors, Brigham Young, c'est une université particulière. Maintenant, si vous suivez le CFB depuis quelques années, vous connaissez. C'est une fac mormone. Donc, tu peux pas y boire de café. Tu peux pas coucher avant le mariage. Soyons crus. Tu peux pas. Il n'y a même pas de coca non plus. Ouais, il n'y a pas de coca. Ouais, les sodas, etc. C'est prohibé. Il y a pas mal de restrictions. Et souvent, alors... Ailleurs en France, je suppose aussi qu'il y en a, mais en tout cas pour les Parisiens, quand vous êtes sur Paris, que vous allez vers Châtelet, etc., et que vous voyez des mecs qui parlent anglais ou français avec un fort accent anglais, qui sont en petites chemises, pantalons, etc., qui ont l'air un petit peu jeunes, et ben souvent ce sont des étudiants de Brigham Young, parce que oui, les étudiants mormons doivent aller en mission 1 ou 2 ans à travers le monde, et donc il y en a à Paris régulièrement, j'en ai recroisé il n'y a pas si longtemps, et souvent ils viennent de BYU, donc du fin fond de l'Utah. C'est-à-dire qu'en plus, ça se reporte sur l'équipe.
T'es pas obligé de le faire, voilà, mais tu as des joueurs qui le font. Tu as des joueurs qui partent en mission pendant 2 ans et qui reviennent bien plus tard. Comment il s'appelle le quarterback là, que vous aviez chez vous? Je sais plus. Enfin, chez les Eagles, excuse-moi. Le bout là, qui avait fini sa carrière, il avait universitaire, il avait 25 ans, je sais plus. Ouais, c'est ça. Bah, lui, il était. Pas de squad et il a jamais été titulaire. Ouais, c'est Tanner Mikey, si je dis pas de bêtises. Je me souviens plus. Ouais, ouais, oui, c'est lui, c'est Tanner Mikey. Qui avait, il me semble que oui, voilà, c'est ça. Alors Tanner Mikey, lui, il était à Stanford, hein, mais il était mormon et il était parti 2 ans en mission avant de pouvoir jouer à Stanford. Se dire qu'il a été drafté l'année dernière, mais il a déjà 24 ans, le type. Voilà. C'était un exemple. Pour la saison 2023-2024 de BYU, eh bien, c'était la première saison en Big 12 de l'histoire du programme. 5 victoires pour cette défaite en conférence, 2 victoires pour cette défaite. Des victoires face à Sam Houston, Southern Utah, Arkansas, Cincinnati et Texas Tech. Donc, 3 équipes intéressantes, 2 autres moins. Des défaites face à Kansas, TCU, Texas qui était 7e à l'A-People, West Virginia, Iowa State, Oklahoma 14e à l'A-People et Oklahoma State 20e à l'A-People, sachant qu'Oklahoma State était, il me semble que c'était c'était le dernier match de la saison. Et Baylor, lapsus. BYU perd ce match en deuxième prolongation 40-34, mais s'ils avaient gagné, justement, ça leur offrait une place en bowl. Donc, bowl raté à la toute fin de la saison. Au niveau du coaching staff, je ne vais pas représenter tout le monde, mais bon, le head coach, vous le connaissez, c'est Kalani Sitake qui est là pour sa 9e saison. 61 victoires pour 41 défaites. Il a seulement été head coach à BYU. Pour les commits, eh bien, c'est la 44e classe pour 25 joueurs. On a 2 joueurs 4 étoiles, dont un safety qui était classé top 150, tout poste confondu. Voilà, on a globalement, c'est un gros recrutement dans l'État d'Utah, plus dans les territoires de l'Ouest américain. Hein. On avait pas mal de Californie, un petit peu de Nevada. J'ai vu de l'Arizona aussi passer. Souvent, ils essayent de cibler les joueurs mormons. Et il y a pas mal de joueurs aussi polynésiens qui sont mormons. Donc voilà, ça joue aussi vachement là-dessus, dont le head coach, hein, Sitake, comme vous l'avez entendu au nom. Au niveau des transferts, c'est la 75e classe du pays pour seulement 10 joueurs, un ancien joueur 4 étoiles et un joueur qui était classé comme 4 étoiles sur le portail. Je vais en parler juste après. Geoffrey. Ouais. C'était pas terrible cette attaque. Non, c'était pas terrible. C'était la plus mauvaise attaque en yards par match et en yards par action en Big 12. Donc rien de bien enthousiasmant là-dessus. Ouais. Et puis Kedon Slovis, le quarterback titulaire, est parti en NFL. Alors, vous le connaissiez parce que c'était un ancien quarterback de USC. Il était titulaire, après il s'était blessé, il avait transféré, etc. Il s'était retrouvé donc du côté de BYU. Il me semble... Alors là, peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble qu'il a atterri chez les Eagles là, pour les camps. Mais peut-être que je dis des bêtises. Je ne saurais pas te dire, j'ai pas la liste. Oui, non, il est chez les Colts. Il est chez les Colts. Mais bon, je pense les Colts. Ok. Un profil qui ressemble absolument à Anthony Richardson, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est donc voilà, pour prendre le rôle de titulaire, hein, ça va être un duel entre le redshirt junior Jake Retzlaff qui a joué les 4 derniers matchs de la saison justement, avec 650 yards, 3 touchdowns et 3 interceptions à la passe, plus 3 touchdowns à la course. Et puis on a également Jerry Bohannon. Eh bien, on parlait de Baylor tout à l'heure, c'est un ancien joueur 4 étoiles de Baylor qui va avoir 25 ans pendant la saison, là au mois de novembre, donc il est super vieux. Pour du CFB. Il avait fait gagner le Sugar Bowl en 2021, c'était face à Ole Miss à Baylor, pour Baylor, excusez-moi. Et puis, il s'était blessé. Après, il avait transféré. La saison dernière, il était à South Florida, mais il s'était blessé. Voilà. Pas grand-chose à dire. Ça va être la bataille entre les deux QB. Et puis, il y a également Mikey Ilstead qui arrive de Utah State après une saison freshman à 1060 yards, 11 touchdowns et 8 interceptions. En fait, souvent, BYU,
pour les transferts, ça va récupérer à Utah Southern ou Utah State à côté. Au niveau des receveurs, on a Chase Roberts et Darius Lassiter qui sont de retour et qui cumulent presque milliard et 9 touchdowns en 2023. Pas grand monde d'autres. La O-line, elle reste assez expérimentée. On a le retour de nombreux titulaires, plus un guard d'expérience qui était justement à Southern Utah, Utah State. Lui, il a fait le combo. Il fait les trois facs sans compter Utah. Et puis, on a aussi une ancienne star de JUCO qui était un right tackle qui est passé par Colorado la saison dernière, qui sera là. Voilà, je ne vais pas vous drop name inutilement. Au niveau du post running back, on a LJ Martin qui sort d'une saison true freshman à 520 yards et 5 touchdowns. Donc, plutôt pas mal pour un true freshman en espérant qu'il prenne le step pour l'année prochaine. C'est intéressant. Et puis, BYU, ils ont quand même sorti des très bons coureurs. Donc, il y a de l'espoir de ce côté-là, je pense. Ouais, tout à fait. Al Gayer en date récente, là encore. Le running back des Falcons. Au niveau de la défense, eh bien, le senior Tyler Batty, defensive line, ça sera la grosse star avec une saison 2023 à 54 plaquages, 5,5 sacs, 2 fumbles forcés et un recouvert. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur cette D-line, pas grand monde. On a un renfort de UCLA, mais qui était un petit peu anecdotique. Au niveau des linebackers, eh bien, c'est ça dont je vous parlais, le 4 étoiles qui était sur le portail. C'est le redshirt junior Jack Kelly qui arrive de Weber State, qui est originaire de Salt Lake City, parce que alors BYU c'est à Provo dans l'Utah, mais Provo c'est la banlieue de Salt Lake City. Et puis donc c'était le 12e edge du portail, c'est un outside linebacker grosso modo. Il sort d'une saison à 57 plaquages, 8,5 sacs, 4 fumbles forcés, 2 recouverts, 5 passes défendues et une interception. Énorme saison, donc c'est rare d'ailleurs d'avoir parce qu'il est à Weber State, il avait 0 étoile quand il y était allé, et là il sort avec 4 étoiles sur le portail. C'est assez rare, c'est des joueurs un petit peu hors du commun, c'est des belles histoires. Les deux linebackers principaux, ils sont plus là, donc à part Jack Kelly qui arrive, il n'y a pas de gros noms issus de l'effectif pour les remplacer. Au niveau des DB, eh bien, le cornerback senior Jacob Robinson qui sort d'une bonne saison à 59 plaquages et 7 passes défendues pour 4 interceptions et un pick six également. Eh bien, il est de retour, le senior. Il aura de l'autre côté un autre transfert de Weber State, mais qui n'a pas le niveau de Kelly cette fois-ci. Le strong safety Crew Wackley sera également présent après une saison sophomore à 6 passes défendues et une interception. Bon, voilà, le comité de defensive back, que ce soit les corners ou les safeties, ça tourne énormément. Il y en a pas mal. Par exemple, sur le depth chart, Wackley, là, qui sort d'une bonne saison, il était 2e en strong safety. Et le mec devant, il sortait pas d'une bonne saison. Donc ça bouge beaucoup. Voilà. Geoffrey, tu veux nous faire le calendrier ? Ouais. La saison va commencer par une réception de la FCS Southern Illinois. Ensuite, ils vont se déplacer à SMU et à Wyoming. Ils vont recevoir Kansas State. Ils vont se déplacer à Baylor. Réception d'Arizona et d'Oklahoma State. Déplacement à UCF et à Utah pour la Holy War. Réception de Kansas. Déplacement à Arizona State. Et on finit la saison par une réception de Houston. Voilà, donc somme toute, un calendrier qui n'a pas l'air très effrayant, mais qui en réalité est composé d'équipes aussi bonnes et meilleures que BYU. C'est compliqué quand même à donner un ball à BYU pour la saison 2024-2025. Moi, je vois un minimum de 4 victoires pour 8 défaites et un maximum de 6 victoires pour 6 défaites en leur accordant le ball, entre guillemets. Tu peux gagner Southern Illinois, tu peux gagner ton déplacement à Wyoming, mais ça va pas être facile. Wyoming, c'est jamais facile. Tu peux battre. Après, voilà, tu as Houston à la maison en fin de parcours. Il y a le déplacement à Baylor, comme on a vu avant. Et puis s'il y a un match de BYU à regarder, je pense qu'il faudra regarder la Holy War contre Utah, parce que c'est un match qui avait été arrêté parce qu'il y avait des débordements beaucoup trop importants entre supporters, donc ça va être une ambiance absolument incroyable pour les deux facs de l'Utah qui se détestent. Mais oui, voilà, je pense que si vous devez regarder qu'un seul match de BYU, c'est celui-là, mais plus pour l'ambiance que pour le contenu sur le terrain. C'est ça, le 9 novembre. Toi, qu'est-ce que tu donnes comme bilan ?
Pareil que toi, un 4-8, voire même un 3-9, c'est tout à fait possible. Et puis, s'il y a une explosion du running back true freshman notamment, et qu'il y a quelques ajouts qui fonctionnent, peut-être un ball, mais ça paraît quand même compliqué. Comme on vous l'avait dit en prélude de l'épisode, hein, c'était pas folie aujourd'hui, mais bon, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode en espérant que ce soit des équipes un petit peu plus rythmées. Et on se dit à la prochaine. Salut Geoffrey, salut tout le monde. Salut Elio, à plus.